Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Vous avez rejoint le groupe écolo. Vous avez quitté le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Je voulais, première question évidemment, et c'est ce qui fait l'actu ce matin, l'actu politique, c'est ce budget avec Gabriel Attal qui a transmis hier soir au ministère ce qu'on appelle les lettres de plafond pour le budget 2025, qu'il propose de reconduire d'ailleurs à l'identique. Et le Premier ministre démissionnaire évoque une initiative, je cite, qui aurait un objectif républicain pour assurer la continuité de l'État. C'est une bonne chose finalement d'assurer la continuité de l'État et de proposer un budget pour peut-être un futur gouvernement. Je trouve ça très révélateur du caractère, je dirais non seulement insolite, mais quand même assez antidémocratique, ou du moins d'une démocratie de plus en plus de faible intensité, par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est un gouvernement démissionnaire. Je rappelle que depuis le 16 juillet, officiellement, le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement battu d'ailleurs le 7 juillet, et qui continue à agir. Il était là cet été, il organise des Jeux Olympiques, prend des décisions. Au niveau diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a fait des déplacements. Il est question de nomination du commissaire européen. Et là, maintenant, il prépare un budget. Alors, il n'y a rien de plus politique que le budget. Ouais. À moins d'accepter l'idée que le budget, c'est neutre. Mais c'est pas neutre, le budget. Le budget, c'est la politique. Donc, on ça vous choque, ça vous choque, oui, moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il y a une mobilisation sur école publique. Nous réclamons un plan d'urgence de 350 millions. Le budget de l'année dernière, nous ne l'avons pas voté. Imposé par 49.3, etc. Donc, on était en désaccord. Et là, ils nous disent, comme une fleur, on va faire le prochain budget, vous inquiétez pas, c'est la reconduction du même budget que 2024, avec lequel les gens comme moi étaient en désaccord. Bref, ça montre bien le caractère, ils sont dans l'action, et le caractère de manœuvre. Et surtout, la non-volonté de prendre en compte les résultats des élections législatives. Ce gouvernement a été battu aux élections européennes, on s'en souvient, à la liste gouvernementale, battu aux élections législatives. Une coalition basée sur un programme cohérent, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Qu'attend le président de la République pour pouvoir nommer un prochain Premier ministre? Je lisais ça m'amuse parce que je suis prof d'histoire. Même sous la 4e République, les gouvernements démissionnaires, la période n'a jamais été aussi longue que ce à quoi on va arriver. 38 jours, j'ai lu. Si on prend dans quelques jours, je vous écoutais tout à l'heure, dans votre sujet, vous disiez à juste raison que sans doute, on n'aura même pas de nom. Et encore, c'est un pronostic optimiste. Avant la semaine prochaine, on va dépasser les 38 jours, 40 jours, sans gouvernement officiel. Alors ça montre peut-être que ce gouvernement et ces gens ne sont pas si utiles que ça pour faire tourner les affaires de la France, mais je le prends pas comme ça. Il est temps de nommer un gouvernement. Alors, l'argument de M. Attal pour dire « il faut bien que je travaille, que je prépare un budget », et la démonstration à l'inverse qu'il aurait fallu plutôt nommer un gouvernement, Mme Lucie Castet, je la soutiens comme Premier ministre, pour préparer le budget de rentrée. Ça n'a pas été le cas. Le budget, c'est quand même le 1er octobre. Et après, il doit voter en fin d'année. Donc, il y a urgence. C'est QFD. C'est la raison pour laquelle il fallait le plus tôt possible préparer le budget. Et ça peut être fait encore. On n'est pas, on n'est pas dans l'incapacité de le préparer. De quoi je parle? Je parle du fait que vous l'avez montré dans vos sujets. L'hôpital public, aujourd'hui, a besoin de moyens. Il faut un budget qui aide l'hôpital public. L'école, bon sang, c'est la base de tout, a besoin de moyens financiers. Il faut des choix, y compris budgétaires, des choix en termes de fiscalité, des choix pour solliciter plus qui sont les plus riches, etc. Ça, c'est de la politique. C'est ce que veulent les Français. Les Français, ce jeu politicien, ils s'en fichent. Ils veulent savoir si le 2 septembre, quand on va mettre les petits et les petites à l'école, est-ce qu'il y aura un professeur? Est-ce qu'il y aura des AESH? Est-ce qu'on va à l'hôpital public parce qu'on a un problème? Est-ce qu'on attend 24 heures, 48 heures, 72 heures pour être soigné? C'est ça le vrai sujet. Alors, Alexis Corbière, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, dit il faut, comme vous le dites à l'instant, il faut nommer urgemment Lucie Castet, notamment pour préparer ce budget. En quoi elle ferait mieux, Lucie Castet, sur le budget que le gouvernement sortant? Parce qu'elle défend les choix budgétaires que je viens de vous dire, c'est-à-dire des choix budgétaires qui mettent, vous savez, elle s'est fait connaître, Madame Castet, comme étant une défenseuse dans un collectif des services publics. Donc déjà, aider les services publics. C'est très concret, je suis pas en train de dire des grandes phrases. Est-ce qu'il y a des professeurs? Est-ce qu'il y a des remplaçants? Est-ce qu'il y a des AESH? Je parle de l'école. Est-ce qu'à l'hôpital public, on donne des moyens? Après, c'est ça. On peut pas donner de l'argent à tout le monde. Le pays est endetté. Mais là, je parle de priorité. Ouais, il est endetté. Vous savez, il y a eu aussi une fiscalité qui a particulièrement profité à ceux qui sont les plus fortunés, qui ont vu leur fortune augmenter, etc. Il y a une révolution fiscale à faire, mais au sens positif du mot, que les gens le comprennent. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus d'impôts. Pour la grande majorité des Français, il faut même, ce que nous proposons, c'est qu'ils payent moins d'impôts. Mais il y a des gens qui ont accumulé des fortunes de manière indécente et qu'il s'agit de mieux solliciter. Et il s'agit aussi d'avoir des priorités. Oui. Est-ce qu'on aide des grands groupes privés en baissant leur fiscalité comme ça a été fait précédemment, qui ne réinvestissent pas dans la production, qui ne réinvestissent pas dans l'emploi, ou est-ce que cet argent public que nous avions précédemment, est-ce qu'on le réinvestit dans dont on a besoin? Vous, moi, tout le monde. Ça, c'est des choix politiques. On peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est de la politique. Donc, Mme Castet, elle est là-dessus. Mme Castet, j'ai lu son interview très intéressante dans Libération aussi aujourd'hui. J'invite les Français à la lire. Aussi, il faut travailler à l'abrogation de la réforme des retraites, qui est injuste, qui augmente le nombre... Quelle majorité, ça, franchement? Pourquoi il y aurait pas une majorité? Par décret.
Premièrement, par décret, mais on peut aussi avancer sur des sujets qui vont démasquer les postures soi-disant sociales des uns et des autres. Le Rassemblement national va voter contre le fait qu'on remet en cause la réforme des retraites. Ça intéresse tous les milieux populaires qui votent extrême droite en pensant qu'ils ont là des gens qui les défendent. Ils vont s'apercevoir que ils sont contre le retour à un âge de la retraite décent, 62 ans, vers 60 ans. Ils sont contre l'augmentation du SMIC. Et ça aussi, si ça vous arrivez au gouvernement, la première mesure, c'est d'abroger la réforme des retraites par décret. Alors vous avez reproché au gouvernement précédent de tout faire passer par 49.3. Que vont vous dire les Français, franchement, là ? Ils diront bravo et merci. Ils diront bravo et merci. 80% de la population était contre cette réforme des retraites. Je veux dire, ce qui a été fait dans des conditions de coup de force total peut être fait par un décret. Et je répète que je serais intéressé de voir qui c'est qui est contre le retour. Alors, j'ai bien compris que le dernier carré des macronistes acharnés, plus la droite se raconte. Mais après, je pense qu'on peut avoir une majorité là-dessus, au moins parlementaire. Mais quand même... À l'arrivée, il y aurait, je veux dire, ce sera l'occasion d'une clarification politique. Ouais. Mais les Français veulent que ça avance. Idem sur l'augmentation du SMIC, on peut le faire. Vous voyez, il y a des sujets politiques, alors, on verra. Alexis Corbière, j'aimerais qu'on parle des divisions à gauche qui reprennent, et notamment au sein du nouveau Front populaire, et de Jean-Luc Mélenchon. Vous aviez réussi à vous mettre d'accord sur un programme commun après la dissolution en très peu de jours. Vous aviez enfin réussi à trouver une candidate commune pour Matignon, Lucie Castet. On a l'impression que Mélenchon a encore une fois tout fait éclater avec cette histoire de destitution du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Jean-Luc Mélenchon ? Alors déjà, tout à l'heure, vous avez dit que j'ai quitté la France Insoumise. J'en ai été exclu brutalement. Je l'ai pas été purgé, comme on dit. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je pense une chose, et c'était un débat que je portais au sein d'ailleurs de la France Insoumise, c'est peut-être ça qui m'a été reproché. Je suis favorable à l'unité de la gauche et des écologistes. Non pas... Parce que ça correspond à la période. L'extrême droite est forte, il faut qu'on soit rassemblés, qu'on ait un candidat commun à l'élection présidentielle. Donc je suis contre tout ce qui participe à la division. Je dis qu'il n'est pas habile dans la période, a fortiori quand le président de la République dit qu'enfin il va recevoir le 23 août notre coalition avec Mme Castet, de mettre des sujets, je connais le système des médias et politiques, qui vont diviser tout le monde. Donc, Jean-Luc Mélenchon se trompe sur la destitution. Je ne vois pas du tout l'intérêt, si ce n'est de créer les conditions d'un désordre dans la semaine qui vient, si ce n'est de donner, évidemment, le point à Emmanuel Macron, qui va dire, vous n'êtes même pas d'accord avec vous. Pourquoi il fait ça, Jean-Luc Mélenchon ? Pour terminer, attendez. On a l'impression que la gauche ne gouverne pas. Premièrement, une fois que j'ai dit ça, moi, je suis pas fermé à l'idée, c'est le moins qu'on puisse dire, que l'article 68 soit utilisé si le président de la République, on a commencé nos discussions là-dessus, ne joue pas son rôle. N'actionne pas l'article 8 de la Constitution qui dit qu'il nomme le Premier ministre. Nommer le Premier ministre, ça ne veut pas dire qu'il fait son marché, qu'il choisit. Ça, il va le faire. Il va le faire. Pour l'instant, il ne le fait pas. On est quand même en droit, si j'ai bien compris la tribune des Insoumis, de dire, mais s'il ne fait pas le travail, eh bien, il va de soi qu'il doit être destitué pour relancer une élection présidentielle. Au passage, s'il y a élection présidentielle, ça vaut le coup de se discuter, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va vers un candidat commun du nouveau Front populaire ou une candidate commune du nouveau Front populaire au niveau de cette élection ? Je suis en train de répondre vous êtes pour ou contre la destitution finalement ? Parce que vous dites, s'il nomme pas de Premier ministre, activons cette procédure de destitution. Et vous venez de dire juste avant, Mélenchon ne le fait pas au bon moment. Oui, c'est en politique, la question des rythmes, elle est importante. C'est une histoire de rythme. Moi, je suis un homme pour la 6ème République. Je pense qu'il y a un poison qui occupe la vie politique française. C'est le présidentialisme, pour être pompeux, je pourrais dire le bonapartisme, cette idée que la vie politique se résume au choix d'un grand champion, d'un personnage au-dessus du clivage droite-gauche. Ça rend fou, on a vu ce que donne Macron, et je pense qu'il faut aller vers de nouvelles institutions qui donnent plus de pouvoir aux citoyens, des possibilités de contrôle, et évidemment, dans lequel ce soit un régime plus collectif, plus parlementaire. Donc l'idée qu'il y a un débat politique dans le pays, mais qui doit nécessiter d'être assez large, qu'on passe à de nouvelles institutions, qu'on en finisse avec ce président qui fait la pluie le beau temps. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous disiez le maître des horloges. Ouais. C'est fumeux comme formule. Mais le maître des horloges à gauche, aujourd'hui, on a l'impression que c'est Mélenchon. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est une référence quasi divine d'un personnage de grand horloger. C'est des sottises. Il n'est rien, cet homme. Mélenchon est aussi sur ce caractère-là, un peu divin quand même. Mais qu'est-ce que vous avez... L'attaquez pas là-dessus. Vous m'avez pas répondu sur Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous... Et là, peut-être qu'il nous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Calme-toi, laisse la gauche travailler. Je parle pas comme ça aux gens de manière générale et à Mélenchon en particulier. Je dis qu'il faut tout faire pour maintenir l'unité du nouveau Front populaire. N'introduisez pas des sujets qui produisent de la division, ça ne fait que les jeux de nos adversaires. Soyez unitaires. Vous êtes la force, la France Insoumise, une force importante du nouveau Front populaire, vous devez jouer collectif. Si on discute du fait qu'on met l'article 68, discutez-en collectivement. Pourquoi Olivier Faure-Marin, Tondelier, voilà. Tout ce qui participe à la division fait le jeu de notre adversaire. Alors j'ai bien compris que derrière ça, je vais répondre enfin à votre question, qu'il y a peut-être un jeu des uns et des autres, de se dire, nous on veut absolument présenter un candidat. On veut même le présenter, pas dans le cadre du nouveau Front populaire. Je dis que c'est une erreur. Moi, à ma modeste place, j'ai cofondé avec Clémentine Autain, Raquel Garrido et d'autres, un collectif qui s'appelle l'Après. On est unitaire et je pense qu'il faut aller vers l'idée d'un candidat ou d'une candidate
commune à la prochaine élection présidentielle. 2027 ou avant. Pour être au second tour et pour gagner. Donc ça, c'est une discussion intéressante. Si chacun joue pour sa boutique, on perdra, on fera le jeu de nos adversaires et on ouvre la possibilité d'une victoire de l'extrême droite, ce que je ne veux pas pour le pays. Merci Alexis Corbière, bonne journée à vous.